Alors bonjour Nicolas. Je suis très heureux d'être avec toi là aujourd'hui. Je vais te présenter un petit peu pour celles et ceux de nos auditeurs qui ne te connaissent pas, même si plusieurs d'entre eux, ceux qui me suivent, ont sans doute entendu parler de toi plusieurs fois, puisque tu es Nicolas Bornemicha. Tu as été mon mentor en travail de rêve. C'est toi qui m'as mis au monde dans le travail des rêves il y a déjà bien 25 ans. Bon, ça fait 25 ans qu'on parle ensemble. Ouais. Alors, Nicolas, pour te présenter, donc, tu es né en Hongrie en 1935. Tu as grandi là-bas. Et puis, en 1956, quand ça a été la révolution en Hongrie, tu as pris les armes et t'es parti parce que la police te recherchait. Tu es arrivé en Belgique, en Europe. Et à partir de là, en 59, tu es allé à Montréal ou en tout cas au Canada. Après, je dis pas nécessairement Montréal, d'ailleurs, je crois que c'est à Toronto, où tu as longtemps été cinéaste à la télévision, euh, à la télé éducative, je crois, essentiellement. C'est ça? Et puis, tu es un praticien de yoga de longue date. Je crois que ça, c'est un élément très important dans ton parcours. Hein, tu as pratiqué le yoga longtemps. Oui, Et un jour, tu as découvert Jung, le travail des rêves, la psychologie des profondeurs. Tu es retourné en Europe, en Suisse, te former au travail avec les rêves, à la psychologie des profondeurs, à l'imagination active, à tout ce qui fait l'univers de Jung. Donc, tu es un grand connaisseur. Et puis moi, quand je t'ai connu, tu avais élaboré une approche du travail qui m'avait fasciné. Tu appelais ça le yoga psychologique. C'est-à-dire que tu mettais le travail des rêves et de l'imagination active dans la perspective de l'auto-libération oui. de l'être humain. À l'époque, c'était le yoga psychologique, ça a évolué, ça a changé de nom, c'est devenu le yoga de l'individuation, Tout hein, à c'est fait. ça? Bon. Euh, Ça a pris différentes formes, ta pensée n'a pas arrêté d'évoluer pendant tout ce temps-là. Et alors, aujourd'hui, le prétexte de notre rencontre, c'est que tu t'apprêtes à publier un texte que tu as intitulé Le Manifeste de la mutation humaine, que j'ai entre les mains, qui va se retrouver sur un site web qui devrait apparaître bientôt. C'est un texte que je crois très fondamental, un texte où, si je comprends bien, tu as cherché à poser la base, la base de tous les éléments que tu amènes pour le travail de l'inconscient, pour ça. Quelle a été ton ambition, je dirais, ton désir quand tu as travaillé sur ce texte? Qu'est-ce que c'était la visée d'écrire ce texte qui est un condensé de ta pensée, finalement? euh, Bonjour Jean, merci. Beaucoup de choses. La vie m'a posé des questions à un très jeune âge. J'étais enfant pendant la guerre, Deuxième Guerre mondiale, donc dans les années 40, et les bombes sont tombées très proches de moi. C'est même peut-être miracle que j'ai pu survivre. À 10 ans, en 45, j'ai écrit un texte par rapport au monde, que le monde allait changer maintenant que les Russes allaient occuper la Hongrie. Quelle folie, n'est-ce pas, 10 ans, de s'interroger là-dessus. Et mes parents ont détruit le texte parce qu'ils avaient peur de la police. À l'époque, on avait peur de la police partout. Et effectivement, mon père a été arrêté d'abord par les Allemands et après par les Russes. Alors j'étais bousculé très jeune pour poser des questions par rapport de l'existence humaine. Alors je voulais faire du cinéma et malheureusement je ne pouvais pas faire de cinéma de long métrage.
Ça n'a pas donné. Québec, à l'époque, c'était une autre période politique et artistique où on cherchait un peu s'affirmer en tant que nation euh, en Amérique du Nord. Euh, mais j'ai écrit 40 projets de long métrage. Ça, c'était mon cheminement. Certaines que je raconte aujourd'hui dans mes cours, c'était les réflexions personnelles. Oui, j'ai étudié le yoga. Dans les années 60, un maître qui arrivait directement de l'Inde, Vishnu Devananda, un élève de Shivananda. Donc, j'étais bien servi là-dedans. J'avais bien sûr des problèmes psychologiques reliés à mon enfance et reliés à beaucoup de choses. Et ce yoga ne pouvait pas me guérir. Alors je cherchais. Et c'est là que j'ai trouvé Jung et que finalement, ce que Jung a apporté au monde, que j'ai pu étudier d'abord à Montréal, à Toronto et plus tard même à l'Institut Jung avec l'aide de mon frère qui vivait en Suisse et qui m'a offert quelques semestres à l'Institut Jung. Et je dis, mais voilà, il y a là une manière de comprendre l'être humain qui n'a jamais existé auparavant comme tel. Ce monde intérieur, oui, la grande culture en parle, mais sans trop comprendre, bien sûr, évidemment. Mais Jung a pu expliquer plus précisément le monde que nous portons, ce que plus particulièrement les Grecs ont découvert déjà et ont fait une démonstration à Delphi, c'est pas, connais-toi toi-même. Tu as tout la, euh, l'intelligence, l'énergie cosmique en toi pour donner un sens à ta vie et bien sûr, avec ce que Jung ajoute à cela, c'est le fait que connais-toi toi-même, c'est merveilleux, mais sans connaître le monde intérieur, à ce moment-là, euh, on n'a qu'une connaissance partielle de nous-mêmes. Alors, à partir de cette compréhension ce que Jung a apporté et voyant que la découverte de Jung ne rejoint pas l'être humain sur une grande échelle. C'est réservé à quelques personnes assez riches pour se payer une psychanalyse jungienne. Et les autres, qu'est-ce qu'ils deviennent, n'est-ce pas? Dans ce monde que beaucoup considèrent un monde fou, où on n'a pas beaucoup de sens, où on a plein de dangers, où on vit faussement, n'est-ce pas? Alors que Jung apporte une ouverture, je dis, c'est injuste envers l'être humain. Et c'est pour ça que j'ai essayé d'inventer le yoga psychologique. Aller chercher notre monde intérieur à travers nos propres moyens, en se faisant aider avec les idées de Jung. Et se découvrir soi-même, et se découvrir nos potentialités incroyables que la société en général nous cache. Merci Nicolas. Euh, D'emblée, je te dirais, je suis touché, c'est vraiment un des points sur lesquels on s'est rencontrés euh, donc il y a 25 ans, c'est ce désir de communiquer la psychologie des profondeurs de Jung, la merveille du travail avec les rêves, l'imagination active, l'inconscient, euh,
au plus grand nombre, c'est-à-dire justement cette révolte devant le fait que des telles connaissances qui sont vitales soient réservées à des gens qui ont les moyens de se payer une psychanalyse, ce genre de choses, alors que tout le monde en a besoin, et non seulement ça, mais que rencontre, tu as rencontré toi aussi, plein de gens modestes, entre guillemets, mais qui ont un immense intérêt pour ces choses-là, qui les comprennent très bien, qui les partagent quand ils les ont compris, les ont intégrés pour eux-mêmes, et ça change la vie aussi, il faut bien le dire. Et alors ton texte, qui est notre prétexte de rencontre aujourd'hui, manifeste de la mutation humaine, il est sous-titré Révélation de 4 milliards d'années d'évolution de la vie. Tout d'un coup, tu nous donnes une perspective sur 4 milliards d'années et tu commences en disant, voilà, il y a vraiment un tournant, on est à un tournant parce qu'on a maintenant un fondement, une base existentielle nouvelle du fait qu'on sait que nous sommes, nous les êtres humains, nous sommes le produit de 4 milliards d'années d'évolution. Ça nous donne peut-être un sens inédit à notre existence et tu proclames, tu dis, ben voilà, dès lors, tous les êtres humains deviennent des mutants. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux, que tu évoques par cette notion de la mutation? À quoi tu appelles avec cette question de la mutation? Oui, alors, jamais auparavant, on ne savait pas aussi clairement d'où nous venons, les humains. C'est juste autour de 2000 ans à peu près, un peu avant, un peu après, que les hommes de science aujourd'hui savent clairement et ils démontrent que la vie est apparue sur Terre il y a 4 milliards d'années. Que les 2 premiers milliards d'années, c'est surtout des minuscules petits êtres presque unicellulaires qui existaient et tout, et que ça a pris un temps fou. Oui, bien sûr, on le sait aussi, mais que nous sommes le produit, n'est-ce pas, de cette division de la cellule, la première cellule, qui évolue et de race en race, cette évolution continue pendant un millénaire et graduellement, cette évolution amène la conscience humaine. C'est ce miracle. Et les religions, et la spiritualité et la philosophie cherchaient ça depuis longtemps. Bien sûr, ils ont eu des intuitions formidables chez les hindous ou chez les chinois. Je ne vais pas nécessairement rentrer là-dedans. Comme tel, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, qu'il y a cette mutation, et la mutation la plus connue peut-être, qui donne une illustration, c'est quand les mers se retiraient sur la surface de la Terre et les poissons qui étaient là vivaient dans l'eau et que tout à coup il n'y avait plus d'eau. Alors à ce moment-là, les poissons avaient le choix. Disparaître ou faire pousser des pattes ou des ailes. Nous, notre passé, par rapport à la conscience, par rapport à la compréhension de ce que nous étions, c'était des illusions. Parce que c'est 4 milliards d'années, c'est récent. Il y a quelques milliers d'années, on ne savait pas. Alors, on s'accrochait à des niveaux de croyance. Bah, tel Dieu nous a créés, nous avons une éternité formidable devant nous, tout va pour le mieux. Mais c'est cette sorte d'eau s'est retirée, ça ne marche plus. Et maintenant,
Il nous faut pousser des pattes et des ailes de notre conscience et de notre compréhension pour savoir qui nous sommes. On ne peut plus s'accrocher à des illusions euh, qui nous donnent un sens de vie et qui nous permet de survivre parce on a peur de tout dans notre ignorance de base. Et c'est ça, cette mutation que nous vivons, chacun de nous. On ne peut plus compter sur tel Krishna ou tel Allah ou de je ne sais qui va s'occuper de nous. C'était bien beau comme histoire. Aujourd'hui, on sait que nous avons ce passé animal derrière nous, que l'instinct animal dirige inconsciemment nos vies, qu'on se comporte souvent comme un animal parce qu'on ne connaît pas notre passé. Et ça ne marche plus. Ces massacres qui existent depuis si longtemps, nous avons d'autres aspects qui ne sont pas de cet instinct animal qui veut être le supérieur et le meilleur de tout et tuer tout le monde, qui ne sont pas comme nous. N'est-ce pas? Ça marche plus parce que aussi, collectivement, venant de ce même source du passé, animalité, on peut l'appeler, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas que des animaux. Nous avons accédé à un niveau de conscience et nous avons en nous, comme j'ai dit dans mon texte, des Confucius, des grands philosophes, Platon et les autres. Il y a la compassion qui a évolué chez l'être humain. Donc, cette complexité héritée, aujourd'hui, justement, les hommes de science savent que nos gènes sont égoïstes. Alors, on se veut être tellement bon et gentil avec tout le monde, mais si on ne sait pas, c'est qu'à la première occasion, on se fait avoir par nos gènes. Un autre aspect avec notre évolution aujourd'hui, on sait aussi que nous pouvons changer nos gènes, et c'est formidable. Donc, nous ne sommes pas condamnés à une animalité. C'est vraiment toute une vision que tu proposes, une vision très large. C'est comme tu dis dans ton texte, voilà, maintenant on a une nouvelle réponse qui apparaît à la grande question de l'investigation fondamentale, on pourrait dire, d'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous? Et donc, si je comprends bien, tu nous dis, de toute façon, on est contraint à la mutation. L'eau est en train de se retirer, on n'a pas le choix, il faut muter, il faut avancer. Et tu tires une conséquence éthique que je trouve très importante de cette vision. Tu dis, voilà, nous portons tous dans notre corps, dans notre inconscient, les traces de notre évolution en tant que microbes, végétaux, mollusques, poissons, reptiles, mammifères, singes, etc. Ce qui implique qu'indépendamment de nos races, de nos ethnies, de nos cultures d'origine différentes, nous partageons tous les mêmes ancêtres. En conséquence, nous faisons tous partie de la même famille. Nous sommes tous indéniablement frères et sœurs. Et une compréhension juste de cette réalité devrait nous permettre, peut-être même nous obliger, ça c'est moi qui le dis, obliger, à réévaluer nos liens entre humains, mais aussi avec nos liens, nos parentés avec les animaux, la flore, la faune, même avec la Terre, avec le cosmos. Hein. Et tu appelles donc à un nouveau niveau de conscience, à un niveau élevé de conscience qui tient compte de l'interdépendance de nos vies. Et tu dis aussi, donc tu as cette conscience aussi, je crois, critique, des dangers apocalyptiques qui nous menacent. Encore une fois, l'eau est en train de se retirer, c'est ça? On n'a pas le choix?
Au fond, la mutation nous est imposée comme ça a été imposé aux poissons dont je parlais. Et aujourd'hui, si on se maintient, je vais essayer d'oublier les noms pour ne pas offenser personne directement. Si moi je trouve que mon groupe est supérieur, et que tous les autres groupes doivent se soumettre à mon groupe parce que moi, je ne sais pas, moi, je mérite d'être mieux et je peux utiliser et exploiter tout le monde. C'est nécessaire tuer tout le monde, n'est-ce pas? Alors à ce moment-là, il ne faut pas s'étonner que le chef peu cultivé et peu humain propose aujourd'hui la guerre atomique. Rien que de parler de guerre atomique, ça reflète une ignorance totale. Que tout ce que nous avons réussi à accomplir pendant 4 milliards d'années et 4 millions d'années, et 4 000 années de culture et tout, puisse être détruit en une heure, en une nuit ou en un jour, que des personnes osent se menacer avec ces histoires comme ça. Quelquefois, je pense à ces gens qui donnent la vie à des enfants. Voilà, ma chère, je te donne la nouvelle vie, c'est que c'est merveilleux, les enfants adorent. Et tu es condamné à la décision d'un idiot qui va se prendre pour quelqu'un d'autre et qui euh, serait prêt à tout détruire. Cette potentialité apocalyptique, comme tu disais, euh, ça influence nos vies. On n'y pense pas, heureusement, parce que sinon, et les gens sont déjà assez névrosés pour différentes raisons. Mais il y a le danger, il y a que la vie n'a pas vraiment un sens autre que moi, ma supériorité et mon groupe, et je vais écraser tout le monde. Ah, merveilleux objectif de vie. C'est ça que nous rencontrons aujourd'hui. Tu le dis, on sait d'où on vient, et puis donc on peut aussi répondre à cette question, qui sommes-nous? Et là, tu as des mots qui sont durs. Hein. Tu dis, à la deuxième question, qui sommes-nous? La réponse se présente de manière simple. Au fond, chaque personne qui veut se faire une idée de ce que nous sommes aujourd'hui n'a qu'à regarder la télévision, pas seulement les informations, mais toute la programmation, publicité comprise. Cette sorte de suggestion peut paraître cynique, mais elle peut permettre d'accéder à une vision de la réalité humaine actuelle. Ouf, je crois que tu as des choses à dire sur la télévision. C'est un milieu que tu connais, c'est un monde que tu connais. C'est notre image, c'est le reflet de notre humanité d'aujourd'hui. Oui, effectivement, ça paraît cynique, n'est-ce pas? Et pourtant, euh, les statistiques vont confirmer que les humains, surtout dans certains pays comme aux États-Unis, les gens regardent 4 5 heures de télévision par jour. Et ce que ça donne comme message, ça donne des films touchants, mais ce qui intéresse les gens, c'est les films de gangsters, la violence, les films d'amour, où l'amour est basé sur la possessivité et sur l'ignorance, et l'ignorance des capacités de nos profondeurs en tant qu'être aimant et en tant qu'être sexué, n'est-ce pas?
Parce que, comme les religions ont condamné la sexualité, c'est pas seulement moi qui le dis, euh, les penseurs qui s'y penchent aujourd'hui le savent parfaitement, alors que euh, en chacun de nous, il y a une énergie cosmique. En général, pas dans les détails, mais en général, on porte le yin à le yang, appelons-le pas différemment, et que ça attire l'autre et tous les êtres qui ont l'énergie contraire m'attirent consciemment ou inconsciemment. Et là, il y a une réalité, il y a un projet, il y a un projet d'avenir, de se rencontrer, de s'unir, non pas dans la possessivité, et dans l'écrasement de l'autre et dans l'utilisation de l'autre, comme la société le propose depuis longtemps, mais que de s'ouvrir à cette nouvelle manière d'être qui nous touche tous. Alors, c'est là où on peut très bien imaginer que individuellement, je peux évoluer, qu'à travers ma souffrance, mes efforts, je vais rencontrer par chance des maîtres et que finalement, j'évolue. Mais comment une société qui s'accroche à des illusions peut-elle évoluer? Et incidemment, c'est sur ce plan que j'ai l'espoir dans la télévision. C'est un incroyable outil de conscience. Je dis aussi que le problème avec la programmation télévisuelle, souvent, n'est même pas que de montrer des imbécilités, mais que la télévision ne montre pas notre richesse culturelle universelle. Nous sommes propriétaires, chaque être humain, de toute la culture terrestre. Et ça peut nous ouvrir les ailes, ça peut nous donner des outils, ça peut nous euh, connecter avec la vie. Et c'est ça aussi que la télévision ne fait pas. Par contre, il y avait cette occasion que tout le monde connaît, il y a quelques années, quand il y avait le tsunami dans l'Est, euh, et les gens ont vu via la télévision ce que c'est qu'un tsunami. Et ça a touché les gens. Et les gens ont été prêts à aider. Ils ont donné de l'argent, mais aussi ça les a touchés. Ça nous a connectés avec ces personnes qui ont souffert de tsunami. C'est un peu ça que j'ai un espoir. Aujourd'hui, on vit le tsunami. Le tsunami est à nos portes. Et si la télévision va être assez intelligent et assez courageux de démontrer ce tsunami, ça pourrait peut-être changer quelque chose. Alors c'est là qu'il y a des échos éventuellement entre nos histoires, puisque moi j'étais dans l'informatique, j'étais un des développeurs d'Internet au tout début et pendant un bon bout de temps. Et ce que tu dis de la télévision, et que toi tu as été cinéaste, voilà, à la télévision. Moi, réalisateur, j'étais développeur, donc j'étais architecte logiciel, et c'était l'ambition qu'on avait aussi en développement Internet. Et peut-être que la télévision restera entre les mains de propriétaires qui contrôleront les contenus toujours dans le sens de ce qui les arrange. Mais l'Internet est aussi un outil que personne ne peut contrôler et dans lequel l'information circule et qui offre un accès toujours direct, large, assez
à cette culture, même s'il y a des gens comme Aaron Swartz qui sont conduits au suicide parce qu'ils tentent de faire accéder ces connaissances gratuitement partout et qu'on s'arrange pour que ça n'advienne pas. Mais justement, tu es aussi un optimiste. Tu pointes des choses comme ça, mais je te lis, tu me dis le futur, l'avenir c'est aujourd'hui, et alors tu listes comme ça plein de choses qui pourraient ouvrir. Il y a les théories des supercordes, sur quoi c'est en train d'amener en physique, les champs de conscience holographiques, les applications de la synchronicité, tout ça ouvre la porte à une expansion de la conscience d'être, une promesse de liberté existentielle, tu dis. Euh, L'avenir est ouvert, tu nous laisses entendre, à condition qu'on sorte des endoctrinements illusoires millénaires. Tu poses ça comme vraiment, voilà, la condition, c'est qu'on ose se débarrasser des conditionnements millénaires reproduits par des religions, reproduits par des systèmes de pensée limités. Et donc, ce que tu affirmes, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on n'a pas le choix, si je comprends bien, individuellement et surtout collectivement. face au danger que nous rencontrons. Et, ça, je remarque ça ici, euh, au Canada, quand je parle de ma vie quelquefois. Je n'aime pas. C'est un monde différent, c'est personnel. Mais quand je parle de ce que j'ai vu dans la guerre, euh, ici, on se rend compte que c'est pas pris au sérieux. On ne peut pas expliquer à des amis c'est quoi ça d'être dans une gare, enfant, dans un train où il y a dans une gare plusieurs trains, les avions arrivent et commencent à bombarder la gare. Et certains trains sont touchés, et les gens hurlent, et les gens meurent, et les enfants meurent, et il y a l'enfant qui regarde ça et qui fait partie. Est-ce que mon wagon, est-ce que ça va être touché ou pas touché? Et qu'est-ce que c'est après de retrouver le cadavre et de voir tout ça? Enfant, c'est ça, pour ça que mes parents m'ont donné la vie. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Pas. Et c'est là où il faut une nouvelle vision, et c'est ça que la télévision peut aider de transmettre, ces tsunamis ailleurs, pour que nous puissions faire partie de l'ensemble. Et autant qu'il y a des pays où les gens meurent de maladies, de faim, de manque d'eau, parce que les gens font de l'eau, des enfants, c'est ça que la religion veut, mais il n'y a plus d'eau à leur donner. Alors, toute cette sorte de manière d'être générale, mais où il n'y a pas de communication entre les humains. Selon certaines compréhensions de la crise que vit l'humanité, c'était plus euh, particulièrement rencontré dans la conférence de Stockholm au début de l'an 2000, qu'on a trouvé que le plus grand danger que vit l'humanité, c'est l'incommunicabilité sociale. Mm. C'était plus dangereux que la bombe et le reste. Mm. Alors, c'est là où, aujourd'hui, au fond, nous devons nous ouvrir
vers l'autre être humain et ces 4 milliards d'années se passaient. C'est ça la porte. Je suis comme l'autre. Et c'est ça que Jung démontre magnifiquement avec son idée de l'inconscient collectif et qui pousse cette idée plus loin, et c'est beaucoup moins connu, avec son idée unus mundus, l'unité de monde, qu'on peut comprendre à travers l'inconscient collectif. Nous faisons tous partie de la même unité. Et ça, la spiritualité moderne essaie de mettre en valeur. Mais c'est là où aussi il y a de l'évolutif, de mutation vers un monde nouveau, vers une nouvelle manière d'être. Mais en même temps, chaque fois qu'on fait un pas en avant, mais, maintenant, il y a des écoles de spiritualité qu'on entend partout s'exprimer. Arrêtez de penser. Votre problème, c'est votre ego. C'est tout à fait bête. Vous êtes méchant. Vous voulez imposer vos égoïsmes au monde, etc. Et là, c'est le manque de compréhension du monde intérieur que ça produit, parce que ces gens qui prêchent ça à haute voix partout ne se rendent pas compte que justement le problème vient du côté négatif de l'inconscient. Quand je dis que l'ombre dont tout le monde parle aujourd'hui, mais personne ne dit d'où ça vient, c'est pas? C'est cette ombre mystérieuse, autrefois Satan ou diable. Tout simplement, si je me comporte aujourd'hui à partir de mes instincts hérités d'il y a des millions d'années, ben, je suis un tueur, un exécuteur, un animal féroce, bête, et que si je peux voir la différence d'où vient cette négativité qui était excellente chez l'animal. L'animal avait besoin de cette agressivité, cette violence pour survivre et évoluer. Moi, je n'ai pas besoin. Si je veux maintenant utiliser ça pour mon évolution, tout ce que je fais, c'est du tort à mon prochain. Et je trouve le prétexte de les tuer et même les tuer par groupe. Non, aujourd'hui, c'est une nouvelle manière d'être humain et Jung insiste là-dessus beaucoup, que ce qui nous rend humains, c'est la pensée, c'est la conscience vécue. Qu'il y ait une conscience ailleurs de l'univers aujourd'hui, on en parle. Parfait, ça m'intéresse pas. La conscience que je peux avoir, que je ne veux pas vivre mon animalité, que j'essaie de soutenir mon prochain le mieux que je peux par tous les moyens et même mettre l'accent de ma vie dans cette communion, que ce soit sensuel ou ressenti ou au niveau de l'amour, et faire de cette existence que j'ai reçue quelque chose qui en vaut la peine. Alors justement, je vais t'emmener faire, tu vas nous parler peut-être encore un peu plus de Jung et de ce qu'il y a à comprendre du monde intérieur, de l'ombre, parce que c'est des points très importants. Mais j'ai envie juste de faire écho à ce que tu dis, ce que tu nous mets sur le fait que en Amérique du Nord, on comprend pas nécessairement les récits
que des personnes qui ont vécu en Europe de la guerre. Euh, ce que ça peut vraiment signifier. Je me souviens que Paul Lebrun, qui a été ma chère enseignante aussi, constatait ça, que du fait qu'en Amérique du Nord, on n'a pas vécu de guerre depuis très longtemps, depuis la guerre de sécession hein, aux États-Unis, dans la mémoire collective, c'est plus là. Alors que nous, en Europe, puisque moi je suis en France, on parle en ce moment outre-Atlantique, on garde des mémoires qui sont encore toutes proches et cependant qui nous hantent un peu. Euh, ce que tu nommes aussi sur la conscience de l'interdépendance, je pense que c'est important de souligner que les grandes spiritualités, on avait l'intuition depuis très longtemps, le bouddhisme insiste profondément, par exemple, sur cette interdépendance de tous les êtres, et le aimez-vous les uns les autres du christianisme allait aussi dans ce sens-là, et ça traverse toutes les religions abrahamiques, on pourrait dire. Mais ce que tu disais me fait écho aussi avec un autre visionnaire, le travail d'un autre visionnaire d'aujourd'hui qui s'appelle Jean-Pierre Gou, qui a écrit un très beau roman qui s'appelle La Révolution bleue et où il nous parle de l'effet qu'a de voir la Terre depuis la Lune. Le fait que aujourd'hui on soit capable, on puisse avoir une image de la Terre vue d'une autre planète, cette petite boule bleue. Il appelle ça l'overview effect. Et c'est transformateur. Tous les gens qui ont eu l'occasion de voir la Terre de loin, comme ça, en sont revenus complètement transformés et on dirait que c'est en train d'agir, ça, comme quelque chose qui nous appelle à ce onus mondus dont tu parles. Voilà. Donc voilà, deux échos que j'avais envie de faire hein, à ce que tu dis. Mais alors, ok, là, que ce soit la télévision ou un autre moyen, il y a un travail d'éducation, si je comprends bien, qui est nécessaire. Il y a pour sortir des conditionnements millénaires et pour amener une nouvelle conscience. Jung, Jung a amené d'immenses richesses de ce côté-là. Qu'est-ce que tu crois qui est important de communiquer à propos de l'ombre? Qu'est-ce que tout le monde devrait savoir? Tu l'as déjà dit dans une grande mesure par rapport à la façon dont on est guidé par notre instinct, nous. Mais qu'est-ce que tout le monde devrait savoir par rapport à l'ombre? Pour qu'on n'en soit pas le jouet. Qu'est-ce que Jung nous a donné de ce côté-là qui pourrait être absolument transformateur si on comprenait enfin qu'est-ce que c'est que l'ombre? Si on en prenait la responsabilité. Qu'est-ce que tu peux en dire? Qu'est-ce que c'est cette ombre? Oui, si tu permets, la première idée que je voudrais exprimer, que avant même de toucher l'ombre, qui est une des dimensions intérieures, c'est que les gens puissent être informés à l'école même, et certainement par les médias, de leur monde intérieur. Et tu as aussi, je t'ai donné un petit texte, les outils jungiens. Mhm, mhm, 11 points. De quelle façon nous pouvons nous approcher de ce monde intérieur et de l'utiliser. Et bien sûr, les rêves, c'est le plus simple. Alors, oui, euh, c'est connu depuis des millénaires dans toutes les cultures. mhm. Pire, au mieux, les animaux rêvent. Oui, oui, oui. On peut même imaginer que l'évolution, notre évolution de l'animal, d'abord l'instinct, la violence et tout, que les animaux auraient pu commencer à rêver d'une autre manière d'être au-delà de la violence. Mhm. Et ça a sans doute participé dans l'évolution de l'humanité.
quelque part, c'est inévitable parce qu'aujourd'hui, on a des Da Vinci et des Mozart. Mhm. Chacun. Alors, en écoutant les rêves et en s'ouvrant à ça, euh, une de mes élèves a vécu quelque chose d'extraordinaire là-dessus. Et dans un pays européen, elle enseigne au niveau primaire et elle a permis aux élèves de sa classe d'interpréter les rêves, apprendre l'intérêt pour le rêve. Non seulement en quelques semaines, les enfants recevaient une interprétation d'elle, mais les enfants ont compris l'essence de monde de rêve et les enfants commençaient à interpréter les rêves des autres enfants. Mhm. Mhm. Exemple, une initiation au monde intérieur à partir de l'enfance. Mhm. Moi, je trouve Frédéric Lenoir absolument extraordinaire dans son objectif d'enseigner la philosophie aux Mhm. enfants. C'est pas comme il en parle magnifiquement dans la démonstration, comment les jeunes sont proches de s'ouvrir à la base de la philosophie, comme un grand philosophe. Et moi, j'aimerais qu'on ajoute à ça les rêves. Mhm. Et alors, il y a quelque chose, une réalité qui se présente naturellement, simplement, on l'apprivoise et on peut aller plus loin quand on a le contact avec le monde intérieur, avec les autres outils, synchronicité, euh, l'imagination active, communiquer avec les guides intérieurs, utiliser l'auto-hypnose pour se guérir avec l'aide de l'inconscience, c'est-à-dire le monde intérieur, la nature intérieure. Alors, tout cela nous permet de nous humaniser graduellement, de plus en plus profondément. Ça nous amène même, comme je dis dans mon texte, des outils, rencontrer des états d'être que logiquement on ne peut pas expliquer. C'est tout simplement des états qu'on appelle transcendantaux parce qu'on n'a pas le mot vraiment comment toucher cette réalité. Euh, Moi, je dirais, et je change le terme même de transcendantal à imminent. Il y a en nous des profondeurs que pendant les millénaires, on n'a pas pu toucher très souvent. Il y avait des recherches dans certains pays, comme en Inde, en Grèce, justement, et qu'aujourd'hui, nous pouvons nous ouvrir les portes envers ces états de nous. Et c'est nouveau, ça nous permet d'ajouter une dimension intéressante, extraordinaire à notre possible mutation. Mhm. Alors, je crois que oui, tu le dis d'ailleurs, Jung, finalement, ce qu'il a introduit avec sa vision de l'inconscient et les outils qu'il a amenés, c'est l'équivalent d'une révolution copernicienne, hein, ce moment où Copernic a pris conscience de ce que, voilà, c'était pas les étoiles qui tournaient autour de la Terre, mais la Terre qui tournait autour du Soleil. Hein. Tu dis quelque chose qui m'a bien frappé. À un moment, tu fais le constat que, au fond, peut-être que 80% de l'humanité est relativement inconsciente, et puis il y a un 20% qui est peut-être plus en recherche de conscience, et que ça correspond à la même proportion que en nous,
où on pourrait quantifier que peut-être l'inconscient représente 80% de notre psyché, comme s'il se reproduisait au niveau collectif euh, la même configuration que ce qu'est le travail individuel. Et peut-être que ce que Jung amène, parce que moi personnellement je suis porté à croire, et je crois que le yoga le démontre, c'est quand même que les anciennes cultures étaient allées très loin dans l'exploration de la conscience, mais que c'était réservé à des toutes petites élites. Et aujourd'hui, avec la psychologie des profondeurs de Jung, avec ses outils, ça devient accessible à tout le monde. Hein. C'est ça grande évolution peut-être qui est en train de se dessiner. Et alors tu amènes une notion qui m'a beaucoup frappé parce qu'au fond tu reformules les choses avec un nouveau vocabulaire qui je trouve va très loin. Quand tu parles de cette dimension immanente à l'intérieur de nous, tu nous parles de la nature cosmique intérieure. Tout d'un coup, moi, ces termes-là m'ont vraiment frappé parce que tout d'un coup, tu amènes une vision, là, c'est au-delà de ces notions d'inconscient qu'on croit comprendre plus ou moins, sur lesquelles on a des préjugés, tout, la nature cosmique intérieure. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, parce que l'inconscient, un beau mot, mais c'est un concept. Et oui, où est-ce que je vais avec ça? D'où ça vient? Euh, c'est cette nature cosmique, c'est une réalité. Et on peut le voir autour de nous. On peut le voir dans les arbres, dans les oiseaux, dans la galaxie. Euh, on n'est pas là dans une situation confuse d'accident, mais il y a quelque chose qui se manifeste dans le cosmique, qui se manifeste en nous. Et la grande question, n'est-ce pas, qu'on touche encore aujourd'hui, quand on a le courage, c'est que on ne sait pas pourquoi on existe. On a trouvé toutes sortes d'illusions, mais quelqu'un aujourd'hui, on en parle, on ne sait pas pourquoi on est là. Sauf que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, à cause de cette mutation, on a le droit de poser la question. Et on va le trouver, la raison qu'on n'a pas pu trouver avant, manque d'informations là-dessus. Et à ce moment-là, les choses vont se simplifier. Bon, on ne savait pas. Alors que si on ne le trouvera pas, ça nous permet, ça nous donne la liberté de décider ce que nous voulons faire. Et ça va très loin parce que la science sait aujourd'hui quand la Terre même va être détruite, à peu près. Mais ça peut être détruit bien avant. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire de cette vie? Euh, Quelle aventure! Non pas que moi j'impose mes points de vue limités aux autres parce que j'ai le pouvoir de le faire. Non. Maintenant, ensemble, tu es là, je suis là, on sympathise, la vie nous touche. Nous ne pouvons pas, à toutes les crises qu'on a déjà vécues, on n'a pas quitté la vie. On a quand même insisté pour continuer. Et alors, c'est ça, cette ouverture d'esprit euh, nous permet aujourd'hui de jouir de l'existence humaine
que jusque maintenant, ça n'aurait pas été permis que à travers les illusions. C'est maintenant la réalité qui peut donner une vie extatique. Nous pouvons créer notre extase à partir de la réalité qui nous touche. Non pas de croyance, n'aime pas la vérité, mais la réalité. C'est ça aussi un élément important de la mutation. On sort de la vérité et on commence à vivre même notre vie extatique à partir de la réalité. Merci. Ce qui rejoint les enseignements spirituels qui, non pas nous recommandent de ne pas penser, mais nous recommandent de ne pas croire trop nos pensées, de ne pas les prendre pour la vérité, d'être capable d'identifier qu'on se raconte des histoires et que la réalité est au-delà des histoires qu'on se raconte. Et du coup, d'ailleurs, j'ai souri en te lisant de voir que tu revenais à un moment sur la réponse à Job de Jung et sur l'équation que Jung avait un peu posée, comme quoi Jéhovah dans la réponse à Job et l'inconscient. Et toi, tu vas plus loin, tu dis on peut compléter l'équation en disant Dieu, mais le Dieu de Spinoza, si je comprends bien, Dieu égale l'inconscient égale la nature cosmique. Tu réintroduis Dieu, tout d'un coup, j'ai souri, mon cher Nicolas, te connaissant un peu dans comment ce mot Dieu peut des fois te faire réagir. Et du coup, j'ai envie de te demander, mais la nature cosmique intérieure, elle a un projet pour nous, à ton avis? Est-ce qu'elle veut quelque chose, cette nature consciente intérieure, cette nature cosmique intérieure? Est-ce qu'elle a un projet en créant toutes ces myriades de vies, puis cette conscience, tout ça, puis même en nous amenant à l'endroit où toute l'eau est en train de se retirer et où on n'a plus que le choix que d'avancer en conscience? Est-ce qu'il y a un projet derrière tout ça, d'après toi? Et, honnêtement, on ne le sait pas. Mais en contemplant, juste dans l'aspect 4 milliards d'années, comment cette vie essaie de profiter de toutes les possibilités, des potentialités pour amener plus de conscience. Comment cette nature a éliminé les dinosaures et les autres animaux qui n'utilisaient que leur vie que pour la violence. C'est pas les dinosaures qui ont continué la vie ou le tyrannosaure ou je ne sais quoi. C'est les singes. Les singes qui pouvaient s'embrasser du matin au soir, qui pouvaient jouir de la vie, qui pouvaient s'aimer entre eux, etc. C'est juste des exemples. Il y a quelque chose qui existe que si on le regarde sans sombrer dans les illusions, on en est touché. Mais c'est comme tu très généreusement tu demandes mon point de vue, euh, un événement de la vie de Jung m'a beaucoup appris. Et ça, c'est un événement qu'on peut lire dans son livre faussement intitulé Ma vie. C'est pas, qu'on pourrait, Réminiscence, rêve et réflexion, qui Mm, pourrait être le vrai titre. mm, Mais il parle là-dedans d'un événement qu'il a vécu en Afrique. Un matin, il est sur une colline devant une énorme réserve d'animaux et il contemple ça. Et ces animaux qui s'entretuent, s'entremangent, euh, vivent leur sexualité, etc.
Et à peine on a entendu un oiseau passer, un cri, euh, tout le son de ce groupe ne montait pas jusqu'à la colline. Et j'ai vu ça et je me suis rendu compte que tout cela existe grâce à moi. Eux, ils ne savent pas. Ils le font, ils le vivent, mais ils ne savent pas. Et de ce récit de Jung, je fais ma propre interprétation. Que valent toutes les merveilles de la création s'il n'y a personne là-dedans pour savoir que ça existe? Et cette idée de l'histoire de Jung me dit, c'est peut-être ça le sens de la vie humaine sur Terre, que cette terre, cet univers qui a une âme, qui a une intelligence quelque part, devait créer un groupe de quelque chose qui va dire, mais ça existe. Mm. Et ça pourrait être la même raison pourquoi nous existons en tant que groupe humain aujourd'hui en découvrant les galaxies avec les merveilleuses euh, machines, comment ça, Oui, Hubble, les télescopes et tout ça. Oui. Mhm. n'est-ce pas? Mhm. Merci. Alors, euh, c'est une possibilité. Pour moi, euh, c'est un fantasme. J'en ai besoin. J'imagine que tous les humains en ont besoin parce que il y a une absurdité dans la vie par rapport à la mort. Mais encore, on pourrait trouver des réponses, peut-être avec le temps. Et pour quelqu'un qui est venu dans ce monde dont je parlais au départ, la guerre et tout le reste, et avec toutes ces croyances que je devais graduellement dépasser, euh, c'est quand même assez touchant, assez intéressant que je pouvais me permettre d'avoir ces fantasmes, ces compréhensions personnelles par rapport de mon existence avant de quitter. Merci de ce partage. J'étais très sensible aussi à ce texte de Jung dans lequel il rejoint en fait des idées, il le dit lui-même, hein, de la seconde création du monde par la conscience. Et il renvoie au fait que les anciens alchimistes avaient déjà cette intuition, on la retrouve dans la philosophie ancienne, et on la retrouve aussi, je sais pas, des gens comme Thomas Berry, par exemple, qui dit que nous sommes l'univers prenant conscience de lui-même. Et l'univers écrivant de la poésie, l'univers bâtissant des cathédrales, l'univers dansant sur de la musique. Ton texte débouche sur une vision qui est, j'oserais dire, spirituelle, poétique. J'ai envie de lire, un instant, je te laisserai réagir, mais cette façon dont tu parles de la nature cosmique intérieure, tu nous dis, la dimension principale de notre monde intérieur est constituée de cette énergie, intelligence inconnue que nous appellerons la nature cosmique intérieure. Cette nature cosmique intérieure est la même que la nature cosmique qui présida et façonna l'évolution de la vie sur notre planète, l'évolution des 4 milliards d'années. La nature cosmique intérieure fait battre nos cœurs, digère nos repas, voit à tous nos fonctionnements vitaux. Elle nous fournit pour une durée limitée l'énergie vitale irrésistible qui nous force à survivre dans des conditions sociales parfois atroces, misérables, absurdes. La nature cosmique intérieure nous envoie constamment des messages de soutien, la nuit sous forme de rêve, le jour sous forme de hasard significatif, c'est-à-dire de synchronicité. Ces messages et ces événements synchronistiques permettent aux humains de poser des questions à la nature cosmique intérieure via notamment l'astrologie, le tarot, le yiking. Grâce à l'imagination active,
méthode développée par Jung, on peut accéder à la sagesse et la clairvoyance de nos guides intérieurs. Ces voies claires et accessibles au fond de nous-mêmes nous permettent de dépasser très largement notre niveau intellectuel habituel. Ces messages de la nature cosmique intérieure apportent depuis toujours aux savants des intuitions, des découvertes scientifiques révolutionnaires, inspirent les chefs-d'œuvre des peintres, des musiciens, des poètes, des philosophes. Oh. La nature cosmique intérieure aurait-elle écrit un texte à propos du manifeste de la mutation humaine pour tenter d'amener quelque chose à la conscience? Qu'est-ce que, on va bientôt terminer cette rencontre. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire en conclusion? Ouais, quelle conclusion tu as envie d'amener à cette rencontre d'aujourd'hui? Mais ça euh, m'habite et me pousse en disant, puisque là vraiment tu as l'âge et ton état de santé, tout ça t'oblige à te préparer. Qu'est-ce qui me reste encore à faire de ce cheminement assez manqué par le passé, merci. Euh, Moi, c'est cette union avec les êtres. Je suis un peu enfermé dans ma cabane à Montréal. Je ne vois pas beaucoup d'êtres humains. Euh, j'ai énormément appris des humains qui ont partagé le sens de leur expérience, commençant par Jung, Marie-Louise von Franz, Marianne Woodman et bien d'autres personnes. Et moi, j'aime partager. J'écris très mal. Je n'ai pas aucun talent pour écrire. Je suis un homme d'image, cinéma, rêve. Mais j'ai fait un effort pour faire ce texte, difficilement. Et si ça tombe entre les mains de quelqu'un, même quand je ne serai pas plus là comme tel, et que ça peut inspirer des réflexions personnelles qui vont aller beaucoup plus loin, mais ça me fait plaisir et ça me fait plaisir euh, déjà en laissant ce message et je te remercie infiniment pour saisir ça, comprendre ça et de m'aider à transmettre certaines de mes idées et de mes rêves. Mais merci à toi, Nicolas. Bienvenue. De cheminer avec toi depuis 25 ans m'a beaucoup inspiré. Ça inspire beaucoup mon propre travail. On se rejoint dans cette vision de la mutation humaine. J'ai été très frappé que tu emploies ce terme parce que je travaille actuellement sur les travaux d'un génie en mathématiques qui s'appelait Alexandre Grothendieck et qui a découvert le monde des rêves et parle de la nécessité d'une mutation. Il avait cette vision. On était très frappés quand j'ai lu ton texte de constater comment les grands esprits se rencontraient comme ça. Et donc je suis vraiment heureux d'avoir eu l'occasion de parler avec toi de tout ça. J'espère que nous aurons d'autres occasions d'approfondir peut-être certains sujets à nouveau comme ça, euh, dans un partage, comme nous sommes en train de le faire, et peut-être prochainement en personne, qui sait, à Montréal ou ailleurs. Alors, un grand merci à toi, et puis bah, à une prochaine. Mon cher Jean, merci infiniment. Les mots sont faibles. Oui, on essaye. On va garder le contact. Bien sûr.